Est-ce qu'il faut soi-même gérer ses investissements dans l'optique d'aller battre le marché ou bien on va se contenter simplement de le suivre? Ben ça, c'est la grande question entre la gestion active et la gestion passive. Et vous allez voir que les conséquences dans votre portefeuille, elles peuvent être énormes. Dans cette vidéo, on va voir les différences clés entre les deux styles, leurs avantages, leurs limites et surtout, on va essayer de voir laquelle est faite pour vous. Et on commence avec la table des matières. On va aborder la gestion passive, les principes et les limites. On verra également la gestion active. On va voir cette approche avec ses inconvénients. On va faire un comparatif critère par critère de ces deux stratégies. J'en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais on va réaborder ici la stratégie Momentum qui est une alternative hybride entre la gestion active et la gestion passive et c'est une stratégie qui me plaît tout particulièrement également. Je vais vous montrer un exemple ou deux concrets avec les performances que la stratégie Momentum elle peut vous apporter. Il y aura également un guide de décision sur quelle stratégie vous conviendrait le mieux et on terminera avec la conclusion. On continue donc avec la gestion passive. Donc avant de comparer les performances ou les frais, il faut déjà comprendre ce que signifie concrètement gestion passive et gestion active. On parle ici de deux façons très différentes de gérer un portefeuille d'investissement. Donc la gestion passive, on va suivre le marché et on ne va pas chercher à le battre. Surtout pas. Okay, donc la gestion passive, elle réplique simplement la performance d'un indice boursier comme le S&P 500 ou le MSCI World. D'accord? Donc qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va nous apporter une diversification automatique. D'accord? Si vous achetez un ETF qui suit le MSCI World, par exemple, vous investissez automatiquement dans plus de 1500 entreprises de pays développés et sans avoir à choisir vous-même chaque action. Donc ça, c'est vraiment un avantage qui est certain. Là, on parle du MSCI World. Si vous investissez sur le SPY, donc ce qui réplique le S&P 500, là, vous vous êtes exposé aux 500 plus grandes entreprises des États-Unis. D'accord? Ensuite, on a des frais de gestion pour tout ce qui est ETF qui sont relativement bas. On parle de 0,1 à 0,3%. Ça peut être encore moins, ça peut être un petit peu plus. C'est totalement possible. Mais avoir des frais bas, ça va maximiser votre rendement sur le long terme. Il y a de la simplicité là-dedans. Okay, la simplicité, on n'a aucune sélection d'actifs ni intervention humaine qui est requise, voire très peu si on veut sortir ou rentrer d'une position ou un petit peu manager sa position. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super, super efficace dans la gestion passive parce que c'est vraiment très simple. On a très peu de choses à faire. Ok? Ensuite, pour ce qui est de la performance, elle est égale à celle du marché, moins vos frais. Et comme on a vu, les frais, en théorie, ils sont relativement bas. On verra plus tard la différence entre des frais élevés et des frais qui sont bas, d'accord? L'impact que ça peut avoir sur votre portefeuille. Et le dernier, et je pense quand même l'un des plus importants, ce sera d'avoir le moins d'impact émotionnel. Moi, je pense que la sérénité sur les marchés, vis-à-vis d'une stratégie que vous faites, c'est d'être serein. Je pense que c'est la clé, d'accord? Donc le fait d'avoir moins d'impact émotionnel, ça va vous éviter de prendre de mauvaises décisions sous l'effet du stress ou de l'euphorie. Vous connaissez certainement le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est le fait de ne pas avoir envie de louper une opportunité sous l'euphorie, en fait, dans une période d'euphorie. Tout d'un coup, vous voyez le marché qui monte, vous vous dites il faut que je rentre dedans, tout le monde en parle, et vous rentrez dedans, puis en général le scénario typique c'est que quand vous rentrez, et il y a une correction, et là vous mangez la correction en plein dans les dents, d'accord? Donc le fait d'être avec une gestion passive, ça va vous éviter ces périodes d'euphorie ou ces périodes de correction, vous ne éviterez pas les périodes de correction, mais vous n'aurez pas de stress par rapport à tout ça, ou il va falloir le gérer, d'accord? On verra un petit peu plus tard qu'est-ce qui peut se produire. Ok? Donc investir devient presque automatique et ce qui va vous protéger contre les erreurs humaines, d'accord? Et les erreurs humaines, c'est ce qu'on a parlé juste avant. Ça va être tout d'un coup une période d'euphorie, une période de stress. Vous avez investi dans un fonds ou plusieurs et vous laissez faire. Peu importe ce que fait
le marché. Ok? On continue maintenant avec les inconvénients de la gestion passive. Donc on peut voir qu'on n'a aucune possibilité de surperformance. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour battre le marché, on est là pour le suivre. D'accord? En suivant passivement le marché, on accepte d'obtenir exactement sa performance. Jamais plus. Ok? Vulnérabilité aux crises. On n'a aucune protection active lors des chutes de marché. Votre portefeuille, il va subir intégralement les baisses. On peut le voir ici, je vais vous montrer une petite image. Si vous voyez le trait en vert clair ici, c'est le S&P 500 avec la stratégie passive buy and hold. Donc on achète et on conserve. Et puis on peut voir qu'on est en 2008-2009, la crise des subprimes. Ici, on peut voir qu'on a quand même subi une chute de 50%. D'accord? On peut voir que malgré toutes ces petites corrections, le portefeuille, il a quand même surperformé avec le temps. Mais voilà, il faut être conscient d'une chose, c'est que le fait d'avoir une gestion passive, on va subir intégralement les corrections de marché et même des corrections qui peuvent être importantes. Okay. Ensuite, on a un manque de flexibilité. La gestion passive ne permet pas de modifier l'allocation en fonction des opportunités sectorielles ou de se désengager des zones géographiques en difficulté. Vous savez que à un certain moment, il y a des rotations sectorielles qui peuvent se faire. Tout d'un coup, on va plus investir dans la pharma, on va plus investir dans la technologie, on va plus investir dans l'immobilier, on va plus investir sur les matières premières, peu importe. Là, à ce moment-là, nous, on est investi dans un actif et on va rester investi dans cet actif, peu importe les rotations, les cycles qui peuvent se produire en bourse. D'accord? Donc là, on a un manque de flexibilité. Par contre, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on a quand même investi dans un ETF qui est déjà diversifié. D'accord? Et puis, on a un investissement mécanique. D'accord? On va renoncer au jugement humain qui pourrait anticiper certaines tendances ou alors éviter des pièges. D'accord? Là, on laisse faire. Et puis même si on se dit, bah tiens, il se passe ça, il y a une baisse des taux qui se passe aux États-Unis, peut-être que ça peut affaiblir le dollar, il y a peut-être des coups à faire là-dessus, mais là, on laisse faire, on ne fait rien du tout. Donc, on a vraiment un investissement qui est mécanique. Et on continue maintenant avec la gestion active. Donc là, le but, il est très simple, on va essayer de battre le marché, d'accord? Donc la gestion active, elle repose sur l'idée que certains investisseurs ou gérants de portefeuille, ils peuvent choisir de meilleurs placements que l'ensemble du marché, d'accord? Ça va impliquer plusieurs facteurs par contre. D'où le premier, une analyse approfondie. Ça va impliquer de faire des analyses approfondies, que ce soit technique ou encore macroéconomique, pour identifier les meilleures opportunités. Là, je dirais qu'il va falloir être alerte un petit peu sur tout. D'accord? Surtout quand on a un Trump au pouvoir, il peut nous balancer un tweet à un certain moment, et là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir, il va falloir contextualiser les choses, il va falloir savoir qu'est-ce qui se passe. Ok, il a dit que les rendements obligataires, ils allaient baisser. Quel impact ça peut avoir sur les actions? Est-ce que ça va faire monter le marché des actions? Est-ce que ça va le faire baisser? Il faut vraiment contextualiser les choses pour comprendre la mécanique du marché et savoir sur quel actif aller, tout simplement, d'accord? Moi, je pense qu'on ne peut pas être partout, mais je pense que c'est important, voire même primordial, de bien comprendre la mécanique du marché, de comment ça fonctionne en fonction de ce qui peut être dit, d'accord? Ensuite, le deuxième, ça va être des transactions fréquentes. Les gérants, ils vont procéder à des transactions fréquentes en achetant ou en vendant régulièrement selon les conditions du marché. Et qui dit transaction fréquente dit coût. Et qui dit coût, automatiquement, ça va aller sur des frais plus élevés. Bien que les frais soient plus élevés, environ, je dirais entre 1 et 2%, ça peut être évidemment beaucoup plus. Tout dépend où vous allez placer votre argent pour une gestion active. Ça permet de rémunérer les équipes d'analyse et de gestion. Ok? Et le dernier, ça va être une performance variable. Les performances, elles peuvent être variables avec un potentiel de gain, certes supérieur, mais aussi un risque réel de sous-performance par rapport au marché. Je dirais qu'on a même plus de chances de faire de la sous-performance par rapport à une gestion passive. Après voilà, c'est mon avis, mais je pense que c'est plus facile de suivre le marché que d'essayer de le battre, d'accord? Donc en résumé ici,
L'objectif, il est clair, d'accord? On va essayer de battre le marché en sélectionnant les bons actifs, les actions, les obligations, les matières premières, peu importe, d'accord? Selon les conditions de marché. Non seulement on doit sélectionner les bons actifs, mais en plus de ça, il faut rentrer et sortir au bon moment du marché. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est aussi compliqué à faire, d'accord? Qui n'est pas évidente. Là, on parle vraiment de market timing. Il faut rentrer au bon moment, sortir au bon moment. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi on rentre? Pourquoi on sort? D'accord? C'est pour ça que c'est important de bien contextualiser sur ce qui se passe sur la géopolitique, la macroéconomique et tout ce qui va avec. D'accord? On continue maintenant avec les inconvénients de la gestion active. Donc en premier lieu, j'ai mis les frais élevés. Il faut savoir que les fonds actifs, ils vous facturent souvent entre 1 et 2% par année pour tout ce qui est gestion de votre argent, si ce n'est pas plus. D'accord? Ces frais, ils grignotent la performance à long terme si la performance du fonds n'est pas ce qu'elle devrait être. D'accord? Le point numéro 2, c'est qu'il va être difficile de battre le marché sur la durée. En gros, on peut avoir une performance qui peut être décevante. Je ne dis pas que ça va être le cas, mais ça peut l'être. Car la majorité des fonds actifs, ils ont une sous-performance après les frais. D'accord? Il faut bien être conscient de ça. Les frais, ça peut vraiment éroder votre capital, d'accord, sur du long terme. Beaucoup d'investisseurs particuliers font pire que le marché à cause de décisions émotionnelles mal chronées, d'accord? Ça veut dire qu'ils ont un mauvais timing pour rentrer ou pour sortir d'une position, d'accord? Ça peut être dû par rapport à un biais émotionnel ou à un biais haussier, biais baissier, peu importe, d'accord? C'est mal chroné, d'accord? C'est un mauvais timing de rentrée ou de sortie. Le point numéro 3, on a le temps et l'expertise nécessaires pour pouvoir faire ces analyses. Ça veut dire que c'est chronophage. Okay, une analyse financière, suivi de l'actualité, lecture de rapports, ça peut devenir très chronophage. D'accord? Ça nécessite une analyse constante des marchés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je pense que sans formation solide, les risques d'erreur, ils sont super élevés. C'est pour ça que vous donnez aussi votre argent à des fonds, à des gérants qui, en théorie, savent ce qu'ils font. Ok? Et le quatrième point, ça va être les biais émotionnels. Donc là, on a un risque émotionnel. L'envie de faire mieux que le marché, ça pousse parfois à prendre des décisions précipitées ou basées sur la peur et l'euphorie. Comme on l'a vu tout à l'heure, comme le contraire qu'on a vu de tout à l'heure avec la gestion passive. D'accord? Voilà un petit peu pour tout ce qui est inconvénient de la gestion active. Maintenant qu'on a posé les bases, on va voir ensemble les différences concrètes entre ces deux approches, sur les frais, la performance, la complexité et le temps que ça peut demander. Ok? Et on passe maintenant au comparatif critère par critère sur ce qu'on vient de voir entre la gestion active et la gestion passive. Ok? Donc, pour une gestion passive, l'objectif, ça va être de suivre le marché. Comme j'ai dit avant, S&P 500, MSCI World. Pour une gestion active, ça va être de battre le marché, de générer de la surperformance. Donc, si le S&P 500 il fait 5%, nous, on doit faire 6%. Voilà, ça, c'est la gestion active. D'accord? Pour ce qui est des frais, en gestion passive, comme on prend principalement des ETF, donc des paniers d'actifs diversifiés, les frais de gestion, ils seront très faibles. Et en fait, on dit des frais de gestion, mais les frais simplement de l'ETF, ils seront très faibles puisqu'il n'y a pas de gestion active derrière. En comparaison à une gestion active où les frais seront plus élevés à 1 à 2%, voire plus. Okay, pour ce qui est du temps requis, pour ce qui est de la gestion passive, on n'a quasiment aucun suivi qui est nécessaire. Vous pouvez checker tous les jours un petit peu pour voir où en est votre portefeuille par rapport à la performance du marché et ça s'arrête là. D'accord? Vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Tandis que la gestion active, il y a un suivi fréquent qui doit être fait et des décisions régulières en fonction du contexte macroéconomique, géopolitique. Pour ce qui est de la complexité, c'est très simple à comprendre. D'accord? Pour ce qui est de la gestion passive, là, tout ce qu'on a à faire, c'est investir et puis laisser faire. On n'a rien d'autre à faire. D'accord? En revanche, pour la gestion active, ça exige quand même des connaissances financières qui soient poussées. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des professionnels de la finance qui s'occupent de gérer votre argent. Pour ce qui est de la performance, pour la gestion passive, comme je l'ai dit, on va suivre le marché. Elle est proche de l'indice sur le long terme, d'accord? Si vous prenez le SPY
et le S&P 500, vous verrez que la courbe, elle est très proche, d'accord? Il peut y avoir des écarts de temps en temps, mais les écarts, ils sont rattrapés, d'accord? Et pour la gestion active, la performance, elle est variable. Elle peut être meilleure, mais elle est souvent pire statistiquement parlant, ok? Pour ce qui est de l'impact émotionnel, la gestion passive, ça, quand même, ça donne très peu de stress, d'accord? C'est une stratégie qui est automatisée. Vous n'allez pas forcément voir en plus tous les jours. Donc, ça vous procure vraiment très peu de stress. Ça peut vous créer du stress quand il y a une forte correction ou qu'on est en train de subir un krach boursier. Ça c'est inévitable, mais ça peut vous générer du stress à ce moment-là. Mais c'est dans des moments comme ça qu'il va falloir aussi tenir. Je ne dis pas que le passé, ça va être la même chose pour le futur, mais historiquement parlant, après chaque grosse correction, on a eu une surperformance qui s'est produite. Donc, c'est vrai que c'est peut-être difficile de tenir, mais je pense que c'est vraiment bien de pouvoir tenir. Ok? Je dis pas que c'est facile encore une fois, mais il faut tenir. D'accord? Si on s'engage dans une stratégie passive, il faut tenir même en cas de correction brutale. Et pour ce qui est de la gestion active, ben là on a le risque de biais émotionnels qui peuvent impacter les décisions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le market timing, on voit un actif qui monte, peut-être que là on va rentrer dedans et puis ce sera peut-être pas le bon moment. Et en ce qui concerne la stratégie, la gestion passive, c'est du buy and hold, d'accord? On achète et on conserve et on oublie ce qu'on vient de faire. Et puis on va revoir dans quelques années, d'accord? Ça, ce serait l'idéal à faire. Et pour ce qui est de la gestion active, ben là, il y a une rotation des actifs, il y a un arbitrage, d'accord? On va manager vraiment tous nos actifs pour obtenir cette surperformance, d'accord? Donc voilà un petit peu tous ces critères entre la gestion passive et la gestion active, d'accord? Maintenant, on va pousser un petit peu plus loin, puis on va voir vraiment la différence que ça peut avoir sur notre portefeuille entre une gestion active et une gestion passive en termes de frais. Ok? On continue avec les comparatifs, mais cette fois-ci, on va voir l'impact des frais. Qu'est-ce que ça peut avoir? D'accord? Donc, avec 10 000 $ investis pendant 20 ans, avec 7% de rendement annuel, avec un ETF passif, donc avec 0,2% de frais par année, on obtient à la fin de ces 20 ans 37 275 $. Contrairement à une gestion active à 1,5% de frais annuels, on obtient à la fin des 20 ans 29 177 $. Et la différence, écoutez-moi bien, la différence de 8 098 $, elle provient uniquement des frais. C'est énorme. Oui, il y a 20 ans qui se sont écoulés, mais c'est énorme. D'accord? Imaginez que le fonds auquel vous avez prêté votre argent pour qu'il surperforme le marché, ça ne se passe pas comme prévu, puis il sous-performe le marché, vous encaissez plus de pertes que de gains. D'accord? Donc 1,5% sur 20 ans, ça peut faire beaucoup sur 10 000 $. D'accord? C'est quasiment la totalité du capital initial investi. Mais on peut faire quelque chose. On peut aller voir sur l'ETF du SPY et puis on peut faire une simulation, la même chose par rapport à sa performance qui s'est passée et on va partir sur 10 000 $ sur 20 ans. D'accord? Donc ici on peut voir qu'on a on a des frais annualisés de 0,0945%, autant dire que c'est rien du tout. Et puis on va descendre sur sa performance ici. Donc on va prendre la performance avant les taxes. On peut voir que sur 10 ans on a 12% et depuis sa création on a 10%, 10,18. D'accord? Si j'enlève ce qui nous coûte annualisé, ça nous fait environ 10%. D'accord? On va partir sur 10%. Donc, si je prends ma calculatrice et que je mets un investissement initial de 10 000 $ à un taux de 10% par année et qu'on part sur 20 ans, ça va nous donner un résultat de 67 275 $, comme vous pouvez voir ici. D'accord? Donc, c'est quand même intéressant. D'accord? On peut voir que même avec les frais, ça reste quand même intéressant. D'accord? Il faut vraiment prendre conscience que les frais des fonds de gestion, ça peut vraiment coûter très cher sur du long terme. Ok? Donc, pour la gestion passive, on a une simplicité de suivi. La gestion passive, elle demande 3 clics pour commencer.
On peut faire des versements automatiques mensuels, ça c'est totalement possible. Comme ça, on n'a même plus à soucier d'aller verser de l'argent sur notre ETF. On n'a aucun suivi régulier nécessaire. On peut regarder tous les jours qu'est-ce qui se passe, mais on n'a pas besoin de faire un suivi approfondi pour prendre des décisions. Et la stratégie buy and hold, ben c'est on investit, on garde et à la limite, on oublie ce qu'on a fait. Ok ? Contrairement à la gestion active, qui elle va demander du temps. Donc on a une exigence en temps. Elle va nécessiter un engagement constant, suivi de l'actualité financière, analyse des actions individuelles ou toutes sortes d'actifs, ajustement stratégique fréquent et recherche continue d'opportunités. Donc on va se focaliser, comme on l'a dit tout à l'heure, à la géopolitique, la macroéconomique. On va contextualiser, comprendre la mécanique du marché et essayer de trouver les opportunités pour rentrer et sortir au bon moment. Donc avec un bon market timing. Ok ? Et pour résumer vraiment tout ça, la gestion passive, elle est simple, efficace et peu coûteuse. La gestion active, elle peut être plus stimulante, flexible, mais elle va demander du temps, des compétences et surtout, elle n'offre aucune garantie de faire mieux que le marché. Ok ? Et on continue maintenant avec la stratégie Momentum, une approche hybride. Donc il existe aussi des approches hybrides, donc entre la gestion passive et la gestion active, comme la stratégie Momentum. Ok ? C'est une méthode simple basée uniquement sur les performances passées. Pas d'émotion, juste des chiffres. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Si vous voulez, vous pouvez aller la regarder, qui est un petit peu plus approfondie. Là, on va vraiment faire le comparatif entre les gestions actives et passives et voir ce qu'il y a entre deux. D'accord ? Donc, il faut savoir que ce n'est ni totalement passif et ni complètement actif. Mais c'est un mélange des deux stratégies, ok ? Des deux gestions. On pourrait vraiment la considérer comme une stratégie quantitative puisque on va retrouver des règles mathématiques ou statistiques qui sont bien précises. C'est basé sur des données mesurables, la performance, la volatilité, etc. Il y a peu ou pas de subjectivité humaine et il y a possibilité d'automatiser la stratégie. En revanche, ici, on prend encore les décisions manuellement. D'accord ? On peut se fier par rapport à un tableur, à quelque chose, mais on prend la décision, nous, manuellement. D'accord ? Et c'est là qu'il faut être discipliné, puisque en fonction de ce que va nous dire les calculs du momentum, qu'on va rentrer ou non en position, et il va falloir être précis et avoir de la rigueur et surtout respecter la stratégie. D'accord ? Donc, pour donner une définition du momentum, le principe du momentum, c'est d'investir dans ce qui a récemment bien performé. En d'autres termes, les actifs qui ont le mieux performé, ils gagnent. D'accord ? Le plus fort, il gagne. On suppose que les actifs qui montent ont plus de chances de continuer à monter à court ou moyen terme. D'accord ? Donc si vous avez un actif qui a bien monté pendant un certain temps, on va se focaliser sur la performance passée pour prédire un peu le futur. D'accord ? Et c'est comme ça que le momentum fonctionne. D'accord ? C'est vraiment basé sur une logique quantitative. On va utiliser en termes de méthode des indicateurs de performance qui peuvent être sur 3, 6 ou 12 mois. Ça va nécessiter une décision mensuelle, donc on aura une révision mensuelle de la méthodologie, donc des indicateurs de performance. Et en termes de fonctionnement, les tendances boursières, elles s'auto-renforcent. D'accord ? Les gagnants, les actifs qui ont le mieux performé vont attirer plus de capitaux. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord ? Et en termes d'avantages, on a une rigueur d'une stratégie automatique tout en restant dynamique et flexible. En gros, ça va permettre de suivre la tendance sans forcément chercher à la deviner. Ok ? On va quand même voir un exemple concret avec le SPY et le SCZ. Ok, ce sont deux ETF. Et là, c'est deux ETF qui forment en fait une stratégie qu'on appelle le dual momentum. D'accord ? C'est un mélange entre le momentum absolu et le momentum relatif. D'accord ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une vidéo qui est dédiée à ce sujet. Je vous invite à aller la regarder si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Donc ici, on a l'ETF, le SPY, donc qui va répliquer le S&P 500.
c'est un ETF qui va représenter les 500 plus grandes capitalisations américaines. On aura une liquidité qui sera exceptionnelle puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont investies dessus. On aura des expositions aux géants technologiques et des frais de gestion qui sont minimes comme on l'a vu tout à l'heure, d'accord? Et le SCZ, là, on sera investi sur des small caps à l'international, ok? Donc hors États-Unis, les petites entreprises, Europe, Japon, etc. D'accord? Là, on aura une diversification géographique, un potentiel de croissance élevé. Les petites capitalisations ont tendance souvent à surperformer et une exposition au marché européen et asiatique. D'accord? Donc, pour l'application du momentum, ça va nécessiter une décision mensuelle, d'accord? Juste une décision par mois. Ça peut être en début ou en fin de mois. Moi, personnellement, j'aime bien me mettre en début de mois. Donc, chaque début de mois, on va examiner la performance sur 1, 3 et 6 mois du SPY et du SCZ. Là, celui qui a la meilleure performance, on va investir dans l'ETF qui est le plus performant, d'accord? Celui qui a la meilleure performance, il gagne. Comme j'ai dit tout à l'heure, le plus performant gagne. Si le SCZ, il est devant, on investit dans le SCZ pour le mois suivant. Si le SPY, il a mieux performé, on investit dans le SPY, tout simplement. Et le point numéro 3, on répète ce processus chaque mois en restant toujours investi dans le plus fort des deux. Évidemment, il y a des conditions si le score momentum il n'est pas bon ou on sera en dehors, ok? Mais là, je vous explique l'application, le fonctionnement, ok? Et le 4, c'est qu'on reste toujours dans la tendance dominante. C'est une façon simple de rester dans les zones où les segments du marché y sont le plus dynamiques. Okay? Pour moi, personnellement, la stratégie momentum, c'est vraiment une méthodologie que j'ai adoptée maintenant depuis quelques années dans mon portefeuille. C'est pour moi une stratégie qui me permet de rester serein. Puis pour moi, et je pense pour la majorité d'entre vous, d'être serein quand on investit son argent, c'est quelque chose qui est primordial, qui est vraiment très important. Et pour moi, cette stratégie, elle me permet de pouvoir rester serein. Au final, je sais que je vais investir dans un actif qui est performant. Parce que le score momentum, il me l'a calculé. Je sais que je vais investir dans quelque chose qui potentiellement a plus de probabilité de monter que de baisser. Je ne dis pas que je gagne à chaque fois parce que c'est pas vrai. Parce qu'on a des retournements de marché, on a des corrections. Et la stratégie momentum, elle ne va pas vous corriger contre une baisse brutale d'un coup, en une journée par exemple. Elle ne va pas vous protéger de ça. C'est pas le but de cette stratégie. Ensuite, on peut combiner avec d'autres choses pour se protéger, mais cette stratégie, elle a quand même plus de probabilité de vous faire de la performance et elle a même plus de probabilité de surperformer le marché sans le vouloir. C'est pas le but. Mais voilà, moi en tout cas, c'est vraiment une méthode simple et elle nous permet d'être investi quand il le faut ou d'être en dehors du marché quand il le faut. Et puis quand on est investi, on est sur des actifs dynamiques, tout simplement. Ok? On va tout de même voir la performance de cette stratégie. Donc, ce que je vous ai exposé avec le SPY et le SCZ, il y a également du TLT qui est dans cette stratégie, c'est la stratégie DMA, donc Dual Momentum Accéléré. D'accord? Donc, on peut voir un petit peu la comparative des performances ici. Donc, on a en bleu le Dual Momentum et ici, on a le S&P 500. Donc, comme si on avait acheté le S&P et qu'on l'avait gardé en gestion passive. Ok? Donc, la première chose qu'on peut voir ici, c'est que pour le S&P 500, ici, on avait eu un crack. Okay, le crack, on peut voir, c'était 50%. On avait fait une baisse, la plus brutale, c'était 50%. Avec la stratégie Dual Momentum, comme on peut voir ici, on évite ce crack. On l'évite parce que on est investi seulement dans les actifs qui valent la peine d'être investis, dans les plus performants. Et si on a un score momentum qui est négatif, à ce moment-là, on serait investi sur des obligations. D'accord? Je ne vais pas rentrer en détail, mais pourquoi des obligations? Parce que historiquement parlant, les obligations ont une corrélation négative avec les actions. C'est-à-dire que quand le marché des actions chute, en règle générale, en théorie, les obligations montent. Okay? Donc, on est là pour éviter les baisses trop brutales en allant un petit peu sur de l'obligation. D'accord? Et si on fait le comparatif des performances entre le Dual Momentum et le S&P 500, en partant pour les deux à 10 000 $, on peut voir que
à la fin de la période, donc on est un petit peu avant 2000 jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, hein, là on est en début juin 2025, on peut voir qu'on a réussi à générer 767 000 $ avec la stratégie Dual Momentum contre 91 000 $ pour le buy and hold, en fait, pour une stratégie passive du S&P 500. Donc on peut voir que déjà la performance elle est énorme. Ok. Pour ce qui est de la performance annualisée, pour le Dual Momentum, on a 17% contre 8,45% contre le S&P 500. C'est pas dégueulasse, hein. 8% par année, c'est très bien, d'accord? En faisant une stratégie passive, c'est super. J'ai rien à dire par rapport à tout ça. Pour ce qui est de la meilleure année du Dual Momentum, on est à 77% contre 32% pour le S&P 500. Pour ce qui est de la pire année pour le Dual Momentum, on est à moins 30% contre moins 37% pour le S&P 500. Et en ce qui concerne le maximum drawdown, ça veut dire l'écart entre le plus haut et le plus bas, donc les fluctuations que peut avoir le marché, on est à moins 33% pour le Dual Momentum contre moins 50% pour le S&P 500. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le S&P 500, il ne va pas nous protéger non plus d'une baisse imminente du marché. On va quand même se prendre un petit peu un correctif dans les dents. C'est pas le but d'être protégé par rapport à tout ça. Il faut en être conscient, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on a quand même plus de probabilité d'être investi sur des actifs qui sont le plus performants, mais ça n'empêche pas qu'on puisse se prendre quand même des corrections. D'accord ? Et pour le ratio de Sharpe, on a pour le Dual Momentum un ratio de Sharpe de 1 et pour le S&P 500, 0,47. Le ratio de Sharpe, je le regarde parce que pour moi, je trouve qu'il est quand même assez pertinent. Le ratio de Sharpe, ça va mesurer la performance d'un investissement par rapport au risque qui a été pris. Okay. Donc, plus le ratio il est élevé, et mieux l'investissement, il va récompenser le risque. Et un ratio supérieur à 1, il est généralement considéré comme bon. Ok ? Donc ici, on peut vraiment voir la différence de performance de la stratégie Dual Momentum par rapport rien qu'à une stratégie d'investissement passive sur le S&P 500. Ok ? Et avec tout ça, on peut se poser la question, mais pourquoi le momentum, il fonctionne? Simplement, le momentum, il est déjà considéré comme une anomalie, d'accord? Il est considéré comme une anomalie qui, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas l'expliquer, mais il fonctionne pour plusieurs raisons, d'accord? Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, l'auto-renforcement. Les tendances boursières, elles vont s'amplifier naturellement avec le temps. On a l'attraction des capitaux. Les actifs performants, ils vont attirer davantage d'investisseurs. On a également des révisions d'analystes. Ça, il y a beaucoup de personnes qui les regardent aussi. Les prévisions, elles sont réajustées à la hausse pour les actifs gagnants. C'est-à-dire que quand une entreprise ou un secteur il commence à bien performer, hausse des prix, bons résultats, etc., les analystes ils vont mettre à jour leur modèle. D'accord ? Ils révisent leurs prévisions de croissance, de chiffre d'affaires ou de bénéfices à la hausse. Okay ? Ils publient les recommandations plus optimistes. Ce sera beaucoup plus optimiste. Exemple, une action, elle va passer de conserver à acheter, par exemple. Et les investisseurs, ils vont réagir à ces révisions positives, d'accord? Ça va attirer plus de capitaux, ce qui pousse souvent l'action à continuer de monter, d'accord? C'est un cercle vertueux qui renforce le momentum à court et moyen terme, d'accord? Et pour terminer, on a la psychologie du marché. Et là, vous ne pourrez pas me contredire, mais c'est vrai que les particuliers sont naturellement attirés par ce qui monte. Et quelque chose qu'on a vu qui est très concret, on l'a vu sur les crypto-monnaies, on l'a vu sur Nvidia, on l'a vu sur Tesla. Quand ça monte, ça a tendance à encore plus monter, d'accord? Ce qui a performé, ça a tendance à encore plus performer, d'accord? C'est comme ça, c'est la psychologie du marché. Cette approche n'est pas de la prédiction, mais c'est du suivi de tendances rationnelles, ok? Elle est facilement implémentable avec un simple tableur. Je vais vous le montrer dans le slide suivant. Le momentum, il combine la rigueur d'une stratégie automatique avec une dynamique flexible. Il peut surperformer les stratégies passives, comme on l'a vu tout à l'heure, tout en limitant l'exposition au marché faible. Et c'est ça qui est vraiment important. On est investi sur ce qui fonctionne, sur ce qui performe. Ok ? Donc, on va aller voir le slide suivant. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut voir qu'ici, moi j'ai fait un petit tableur avec tout ce qui est momentum. Il est vraiment dédié
à la stratégie Dual Momentum. Donc on peut voir ici, j'ai mis tous mes ETF de référence, là avec les différents secteurs, je les ai classés par style, par région. Et puis, pour donner une idée maintenant, on se rappelle qu'on a le SPY et on a le SCZ, d'accord? On est le 3, le 3 juin, donc on est en début de mois. On peut voir qu'ici, pour le SPY, on a 2,36 et pour le SCZ, on peut voir qu'on est à 10,05. D'accord? Donc, c'est qui le gagnant? Eh ben, c'est CZ. Du coup, on va aller voir sur le graphique où est-ce qu'on en est avec le SCZ. Et puis, on peut voir quand même que ça fait quoi? Depuis le 7 avril, donc depuis environ un mois, il a vraiment très bien performé. Et puis là, il continue de bien performer. Il a pris, on va dire, depuis ici, il a pris presque 30%, il a pris 26%. Donc là, on peut voir que c'est pas trop mal, d'accord? Et si on va regarder sur le SPY, on peut voir que le SPY, il avait aussi commencé une belle montée et puis tout d'un coup, il commençait un petit peu à pécloter, ok? Ici, j'ai codé un indicateur en fait qui va me calculer le score momentum un petit peu plus en agressif que ce qu'il y a sur mon tableur. Il va me faire sortir directement quand le momentum il est négatif, mais on peut voir que même avec une stratégie un petit peu plus agressive, on a beaucoup plus de transactions certes, mais on a quand même une stratégie qui est rentable. Donc c'est pas trop mal, hein, mine de rien. Mais voilà, ici il y a quand même, comme je l'ai dit avant, on a quand même le fait de pouvoir décider si on veut ou pas rentrer dans le marché. D'accord? Donc, on peut voir un petit peu que le SCZ, il a beaucoup plus performé que le S&P 500. On est arrivé ici et là pour le moment on est en train de faire un petit range comparé au SCZ où on était dans un range depuis un petit moment et puis là on en est ressorti puis on a directement pumpé à la hausse. D'accord? Donc moi j'ai fait ce petit tableau ici et qui me calcule la performance du dual momentum. Donc moi j'aime beaucoup le dual momentum accéléré. D'accord? C'est une stratégie qui est un petit peu plus agressive que le dual momentum traditionnel. D'accord? Je vous laisse vous renseigner si vous êtes vraiment intéressé pour cette stratégie. Je vous conseille vraiment d'y aller. J'ai quelque chose qui va sortir dans le courant de cette année. Je vous en parlerai prochainement par rapport à cette stratégie momentum. Ok? Donc voilà un petit peu mon tableur que moi j'ai fait et du coup ça me donne en un coup d'œil pour savoir les 3 actifs les plus performants. On peut faire des stratégies où on peut être directement investi sur 3 actifs. C'est égal, d'accord? C'est à vous de voir comment vous voulez faire, mais en tout cas, moi je sais directement qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui est rouge, où est-ce que je peux aller et où est-ce que je ne peux pas aller. Ok? Alors, en gestion passive, gestion active, laquelle elle est faite pour vous? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais plutôt une stratégie qui correspond à votre profil. Comme je vous l'ai dit, il faut que ça vous corresponde, il faut que vous soyez serein, il ne faut pas que vous soyez en panique chaque fois qu'il y a une correction. Mais ça doit correspondre à votre profil d'investisseur, à vos objectifs et à votre personnalité en fin de compte. D'accord? Donc si vous débutez, vous n'avez pas le temps, optez pour la gestion passive. Elle demande très peu d'efforts, elle évite les erreurs liées aux émotions ou à un manque d'expérience. C'est une approche automatisable. On peut verser de l'argent régulièrement, mensuellement, et c'est une stratégie buy and hold. On achète et on tient, peu importe ce qui se passe. Et elle est idéale pour un investissement long terme, par exemple pour votre retraite, je ne sais pas, je dis les choses au hasard, ou pour dans 15, 20, 30 ans, peu importe. C'est un projet à long terme, d'accord? Il faut que vous ayez conscience de ça quand vous faites de la gestion passive, d'accord? Donc si vous avez une activité principale, une famille, peu de temps, vous préférez rester à distance du marché, ce que je peux totalement comprendre, alors la gestion passive, c'est une solution simple, efficace et éprouvée. Ok? Si vous êtes passionné par les marchés, si vous aimez analyser, la gestion active, elle peut être intéressante. D'accord? Vous aimez comprendre les entreprises, les secteurs, les cycles économiques. Vous avez le temps de suivre l'actualité financière parce que ça, c'est vraiment primordial. Et vous souhaitez peut-être tester des idées, et je vous encourage à le faire, des stratégies ou même gérer une petite partie de votre portefeuille de manière plus dynamique. Par contre, prudence. Ça demande de la discipline, des connaissances solides et une capacité à accepter les pertes. Ça, vous devez en être conscient.
Et il ne faut pas se lancer en gestion active juste pour battre le marché. Il faut que vous ayez les outils pour le faire, d'accord? Il faut que vous ayez les informations, il faut que vous puissiez aller chercher de l'info, il faut que vous puissiez contextualiser, vous devez comprendre la mécanique du marché. Et une fois que vous aurez compris ça, ce sera, je pense, beaucoup plus intéressant de comprendre la mécanique que d'aller battre simplement le marché, d'accord? Donc la gestion active, c'est un peu comme piloter une voiture de course. C'est plus rapide, mais aussi plus risqué. Il faut de l'expérience, du sang-froid pour rester sur la piste. Ok? Et moi, je le dis toujours, pourquoi ne pas combiner les deux? D'accord? Stratégie hybride un peu. Une base passive plus une petite poche active. D'accord? On va allouer 80-90% du portefeuille en ETF passif, bien diversifié, comme le MSCI World, le S&P 500, les marchés émergents, peu importe ce qui vous parle. Okay? Et vous pouvez réserver 10-20% pour tester des stratégies actives. Ça peut être du stock picking, ça peut être des thématiques spécifiques, l'intelligence artificielle, des secteurs, ça peut être ce que vous voulez. Il y a plus d'actifs sur les marchés que de stratégies. Vous avez le choix. Okay? Et vous pouvez également essayer des positions tactiques en cas de crise. Vous pouvez essayer de faire ça, vous pouvez faire peu importe en fait. Vous pouvez essayer n'importe quoi, mais au moins vous l'aurez fait avec une petite partie de votre capital. Et si vous subissez des pertes, ce sera pas difficile à vivre entre guillemets, d'accord? Ça doit pas vous dégoûter d'avoir des pertes, c'est normal de vivre des pertes, d'accord? Et c'est un peu comme avoir un socle solide pour votre patrimoine tout en gardant une marge de liberté pour exprimer vos convictions ou encore votre curiosité. D'accord? En fin de compte, le meilleur choix, il dépend moins de ce que vous espérez gagner, de ce que vous êtes prêt à faire pour y arriver. Et comment vous réagissez au stress et à l'incertitude. Ok? Repensez bien à cette phrase. Et pour terminer, on va faire un récapitulatif rapide. Okay? On vient de voir ensemble les différences fondamentales entre la gestion passive et la gestion active. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? La gestion passive, c'est la tranquillité, c'est les frais réduits, c'est une performance qui est souvent proche, voire même meilleure que celle des gérants professionnels sur du long terme. Et la gestion active, c'est la promesse de mieux faire, mais avec plus d'efforts, plus de risques et parfois plus de déceptions. En investissement, le plus important, ce n'est pas de choisir la meilleure stratégie théorique, mais c'est celle qui va vous permettre de rester investi dans la durée, sans stress inutile ni envie de tout vendre à la première baisse. D'accord? C'est la durée, c'est le temps que vous allez rester sur le marché, le temps que vous allez toujours consacrer à être discipliné à votre stratégie. Et c'est ça qui est important. Ok? Et on termine avec la conclusion. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plus gestion active, gestion passive ou peut-être les deux. Si vous avez déjà expérimenté la stratégie momentum traditionnelle, la stratégie dual momentum, posez-moi vos questions, je les lis et je réponds personnellement à toutes vos questions. Et en plus de ça, ça façonne les vidéos futures. Donc je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Les liens de mes réseaux sont dans la description de cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao! Multitâche dans la vie, chaque trade est précis. Entre Nasdaq, SP et 500, rien n'est remis. La Suisse dans le cœur, mais je suis le calendrier éco-américain. Quart d'heure local, mais mes trades voyagent l'océan.